Bonjour et bienvenue pour ce webinaire Apsis troisième du nom. Après un premier webinaire sur le rôle des élus dans le développement de l'offre et un deuxième sur les attributions de logements sociaux le 5 mai dernier, il était tout naturel de consacrer un troisième et dernier webinaire à la gestion sociale et technique de nos résidences. C'est le cœur de notre métier. Nous sommes très attachés à cette proximité, aux locataires et à la qualité de service rendu. Cependant, le sujet est très vaste, puisqu'il comprend la gestion technique quotidienne, la maintenance, la réhabilitation de nos bâtiments, mais aussi l'accompagnement social de nos locataires et toutes les actions favorisant le bien vivre ensemble. L'esprit de ces webinaires implique de nous placer du point de vue des élus des territoires, qui ont de nombreuses questions, voire des réclamations, car les locataires sont avant tout des habitants de ces communes et de ces territoires. Nous allons tenter de vous montrer comment fonctionne un bailleur social, comment il fait ses choix de réhabilitation, comment il travaille en partenariat et comment ses équipes sont structurées pour répondre aux nombreux besoins des locataires. Pour commencer, je vous propose une petite vidéo introductive. À tout de suite. L'image que j'en ai est plus positive qu'il y a quelques années. Je pense qu'on les a peut-être un petit peu refaits, remis au goût du jour, rafraîchis, mais sûrement qu'il en manque encore beaucoup de trop avec le nombre de personnes qu'on voit dans la rue. Mais moi, j'en ai pas un très bon souvenir dans la mesure où on a l'impression d'être pris en otage. On est vraiment tributaire de... Par exemple, voilà, quand on a des travaux, ça prend des temps incroyables à faire des travaux. Ça peut coûter cher. Il y a encore un surplus de charges qu'on ne peut pas toujours assumer. Moi, j'ai vécu un logement social. L'image que j'en ai, c'est que ça peut être très différent en fonction de la ville, en fonction de la campagne, en fonction aussi des voisins, en fonction des gérants. C'est un logement où justement il y a de la mixité, où des logements qui proposent différentes situations pour différentes situations familiales. Des logements normaux en fait. Alors, les logements HLM, d'après les travaux qu'on conduit, évidemment, ils ont une valeur économique pour leurs habitants. Mais au-delà de ça, finalement, ce qui ressort de nos enquêtes, c'est qu'il y a aussi une valeur, je dirais, sociale ou socio-économique. Quand on habite un logement HLM, l'entretien de l'immeuble, l'entretien du logement, le paiement du loyer ou d'autres choses sont accompagnés d'une prise en compte par l'organisme de leur dimension plus personnelle, hein, d'un besoin en quelque sorte d'humaniser la relation, de la socialiser au maximum dans la relation avec l'organisme HLM. Suite à cette vidéo, nous pouvons nous interroger comment les organismes HLM prennent en compte ou accompagnent la vie de leurs locataires en proximité. C'est pourquoi je vous propose de rentrer dans le vif du sujet de cette première partie sur la gestion technique de nos résidences. Et je vais laisser la parole à Emmanuel Bruast. Bonjour et bienvenue, directeur du patrimoine à Alpiver Habitat. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais revenir sur deux points qui me semblent importants de la vidéo que nous venons de voir. Le premier, nous avons entendu le témoignage d'une habitante qui disait « L'image du logement est notamment en fonction des gérants et de la gestion qui en est faite. » Effectivement, un bailleur social est beaucoup plus qu'un simple loueur de logement. La qualité de service est primordiale dans nos métiers et est inscrite dans toutes les stratégies des organismes de logements sociaux. Le deuxième point concerne l'investissement financier des travaux portés par le bailleur. Que ce soit la maintenance, l'entretien ou l'investissement plus lourd, au-delà de la valeur financière, il y a effectivement la valeur sociale liée à ces dépenses. Et comme le dit le chercheur dans son interview, nous sommes bien face à des aspects socio-économiques. Je vais maintenant apporter un peu plus de clarté autour des différentes notions maintenance, entretien, remplacement de composants, réhabilitation. Qu'y a-t-il derrière ces termes et comment ça fonctionne? L'entretien quotidien, tout d'abord. Il s'agit de toutes les tâches quotidiennes gérées par le bailleur pour que la résidence permette à ses locataires une pleine utilisation de ses capacités. Elles sont réalisées soit par son personnel directement, soit via une entreprise spécialisée. Par exemple, la gestion des ordures ménagères, le ménage des parties communes, l'entretien des espaces extérieurs, les espaces verts, le remplacement d'une ampoule dans la cage escalier, etc., etc. Il y a ensuite ce qu'on peut qualifier de maintenance d'exploitation. Elle est assez proche de l'entretien quotidien et elle s'applique aux parties collectives, mais aussi aux parties privatives. Elle est garante de la longévité des équipements utilisés par les résidents. L'exemple le plus expressif que tout le monde connaît pour illustrer cette maintenance concerne les chaudières, qu'elles soient collectives ou individuelles. Sans contrat de maintenance et d'exploitation, ces équipements ne pourraient fonctionner correctement.
Autres exemples pour illustrer la maintenance, Autres exemples pour illustrer la maintenance des systèmes de ventilation, les équipements de télévision, les ascenseurs. Toute cette maintenance est en général confiée à des entreprises spécialisées à travers des contrats pilotés par les équipes du bailleur. Il y a ensuite un autre type de maintenance, celle que je qualifierais de curative. Il s'agit de travaux réguliers sur les équipements des parties communes qui vieillissent avec la vie des bâtiments. La remise en peinture des menuiseries bois, les montées d'escalier. Il y a aussi tout ce qui concerne le remplacement de composants, c'est-à-dire par exemple le remplacement de systèmes techniques qui arrivent en fin de vie, les chaudières individuelles, les chauffe-eau, la robinetterie, etc., etc. Justement, Emmanuel, on voit qu'il y a beaucoup de prestations. Peux-tu nous dire qui paye ces prestations? De façon générale, car il existe quelques subtilités dans la pratique, l'entretien quotidien est une prestation qui est liée au fonctionnement de la résidence et intégrée dans la prestation globale de mise à disposition d'un logement. Elle est donc naturellement refacturée par le bailleur au titre des charges locatives. Il en est de même pour la maintenance d'exploitation qui permet de maintenir en bon état les biens mis à disposition des locataires. À l'inverse, la maintenance curative ou le remplacement de composants permet de remplacer les équipements défectueux en fin de vie et elle est donc prise en charge intégralement par le bailleur. Dans tous les cas, ce que je tenais à préciser, c'est que la répartition de ces coûts entre bailleurs et locataires est régie par des textes de loi et fait régulièrement l'objet d'échanges avec les représentants des locataires. Justement, avant d'aller plus loin, Emmanuel, nous avons entendu tout à l'heure dans la vidéo une ancienne locataire qui se plaignant des délais d'intervention pour la réalisation de travaux. Que peux-tu nous dire à ce sujet? Merci pour cette question qui va me permettre d'aborder le volet de travaux plus conséquents sur les résidences. Mais avant cela, effectivement, que peut-on dire sur l'organisation des travaux et les délais d'intervention pour lesquels nous sommes régulièrement interpellés? De façon générale, pour le fonctionnement quotidien des résidences, que ce soit par exemple le ménage ou la gestion des ordures ménagères, le bailleur privilégie les interventions réalisées par son personnel de proximité. Nous verrons tout à l'heure quelle est l'importance de ces effectifs sur le terrain isérois. Mais par contre, pour la maintenance plus technique et le remplacement de composants, le personnel de proximité assure le relais vers des spécialistes, en général des entreprises sous contrat, dont l'intervention requise est le cœur de métier. Le personnel du bailleur assure alors le suivi des interventions, s'assure que l'entreprise intervient correctement, qu'elle respecte les termes du contrat qui la lie au bailleur et au final que son client est satisfait. Enfin, nous travaillons en permanence sur l'optimisation des délais d'intervention. Il faut savoir que chaque bailleur a mis en place un fonctionnement d'astreinte permettant de répondre rapidement aux situations d'urgence, des fuites d'eau, de gaz, d'incendie, des problèmes de chauffage. Nous sommes régulièrement en lien avec les services des communes, le SDIS ou des polices municipales, lors de ces interventions qui sont compliquées. Par ailleurs, de nouveaux outils sont testés puis mis en place régulièrement par différents bailleurs. Citons par exemple la création de services relations clients, qui gèrent toutes les demandes des locataires, que ce soit téléphone, mail, requêtes via nos sites web, etc., etc. Et ensuite, il les redirige en fonction de la demande vers le personnel de proximité ou les prestataires pour intervention. Certains équipements comme les ascenseurs ou les chaufferies collectives sont suivis directement à distance par des prestataires sous contrat afin de permettre d'optimiser les délais d'intervention et limiter ainsi la gêne des résidents et des utilisateurs. Nous sommes ici sur un enjeu fondamental pour les bailleurs sociaux, à savoir la qualité de service. Qualité de fonctionnement des équipements, délai d'intervention si nécessaire, information où en est la demande et au bout du compte, effectivement, le degré de satisfaction de notre client. Merci Emmanuel, mais le temps passe. Peux-tu aborder maintenant les travaux de réhabilitation? Avec plaisir, c'est un volet effectivement important dans la mission des bailleurs et avec de gros enjeux financiers, comme nous allons voir plus tard. Mais il me semblait important d'insister sur ces métiers de maintenance qui sont souvent méconnus. Si ça fonctionne, on n'entend pas parler de nous. Par contre, si ça ne fonctionne pas, mais allons vers les opérations de réhabilitation et tout d'abord, quelques mots sur le PSP des bailleurs, le fameux plan stratégique du patrimoine, dont je limiterai ici le périmètre au patrimoine existant. Tout d'abord, gardons à l'esprit que le patrimoine mobilier constitue le principal capital d'un bailleur et qui, si je peux me permettre, vaut tous les comptes bancaires de France et de Navarre. Le capital est donc constitué de bâtiments, de logements, avec des équipements divers et variés. Sa durée de vie est relativement longue, de 50 à 60 ans, voire à 100 ans, voire plus, ce qui est énorme dans notre monde actuel, où un ordinateur est remplacé au bout de 3 à 5 ans. Pour maintenir ce capital en bonne santé, et donc opérationnel, il est nécessaire de faire régulièrement des opérations lourdes de travaux pour mettre à jour le bâti, remplacer des équipements défectueux, refaire des étanchéités, le rendre plus performant et confortable. Pour simple illustration, tous les bailleurs de l'Isère ont été confrontés au début des années 2000 à quelques bâtiments anciens pour lesquels il n'y avait pas de chauffage structuré,
ou pour lesquels les menuiseries étaient du simple vitrage. Ça fait sourire aujourd'hui, mais c'est la réalité, et gageons que demain, nous verrons tous des bâtiments sans ITE, la fameuse isolation thermique par l'extérieur. Et pour anticiper d'éventuelles questions sur le sujet, je tiens à préciser qu'il en est de même pour les copropriétaires et les bailleurs privés. Les travaux lourds sont également motivés par l'attractivité du parc et donc sa capacité à répondre aux besoins des demandeurs. Le bailleur peut difficilement intervenir seul sur l'attractivité d'un quartier, par exemple de commerce de proximité, transport en commun, école, etc., etc., même s'il y participe en lien avec les collectivités, et j'évoquerai tout à l'heure rapidement les projets de renouvellement urbain ou l'aménagement des centres-bourgs. Par contre, il a toute la maîtrise de l'attractivité de sa résidence à travers les espaces extérieurs, la gestion de l'interphonie, les parkings, les balcons, la qualité des espaces communs et privatiques, les consommations d'énergie et donc les charges associées. Un bailleur intègre donc ce type de travaux dans son PSP, son plan stratégique du patrimoine, bien entendu en lien avec ses capacités financières, son plan pluriannuel d'investissement. Nous avons donc vu que le maintien en bon état et l'attractivité du parc, dit autrement sa capacité à répondre aux besoins des demandeurs, constituent les principales raisons pour déclencher les travaux de réhabilitation. Il y a une autre motivation pour les bailleurs sociaux d'engager ce type de travaux lourds, et il vous intéresse, mesdames et messieurs les élus. Comme nous le verrons tout de suite après dans les chiffres clés, les bailleurs sociaux participent activement à la stratégie nationale bas carbone, comme ils l'ont fait largement à la mise en place du Grenelle de l'environnement dans les années 2008 à 2010. Bien entendu, les travaux réalisés en termes de performance énergétique bénéficient en premier lieu aux habitants, aux résidents, en termes de confort, mais aussi en termes de baisse de charge. Mais il faut noter que dans leur stratégie, les bailleurs intègrent volontairement et en masse des objectifs publics de réduction de consommation ou de production de gaz à effet de serre. J'en ai maintenant presque terminé, mais pour être complet, comme je le disais tout à l'heure, il me faut ajouter un point sur le renouvellement urbain et sur les démolitions. Dans certains cas, et pour répondre en général à des enjeux de quartier, de ville, il est nécessaire d'avoir une vision globale en relation avec vous, les collectivités territoriales, que ce soit les mairies, les EPCI, le département. Les bailleurs participent alors activement à des projets de renouvellement urbain, d'aménagement de centres-bourgs, pour voir comment adapter l'environnement aux besoins évolutifs des demandeurs. Les solutions des années 70-80 ne sont plus forcément compatibles avec les besoins de 2020. Et dans quelques cas, on peut alors aboutir à des démolitions de résidences pour mieux répondre aux attentes des territoires et des résidents. Voilà ce que je voulais apporter comme éclairage sur les aspects techniques de la gestion d'une résidence. Merci. Merci Emmanuel pour cette explication, cet exposé très complet sur la gestion technique de nos résidences. Vous savez que vous avez la possibilité de poser des questions à travers le chat et je me tourne vers le modérateur pour savoir s'il y a des questions sur cette première partie. Il n'y a pas de questions pour l'instant, alors n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Nous allons maintenant… Il y a une question qui arrive. Une question qui arrive. On peut la poser en direct. Donc, quelle communication vers les communes et les locataires sur le calendrier de réhabilitation en direction des communes et des locataires? Alors, dans le cadre de nos opérations de réhabilitation, nous avons une concertation locative à laquelle participent bien entendu les habitants, les résidents. On leur soumet le programme, le périmètre de travaux pour une approbation, soumis à un vote réglementaire. Et très souvent, dans la majeure partie des cas, les collectivités sont intégrées à cette concertation et participent avec nous à l'information des locataires. Plus de questions? Non, plus de questions, très bien. Je vous propose maintenant de passer sur un petit diaporama expliquant les chiffres clés du logement social en Isère, qui apparaît ici. Donc, 89 565 logements sociaux sur le département d'Isère pour 200 000 habitants logés actuellement sur le département. Si on va sur le diaporama suivant, on pourra retrouver quelques chiffres ici, quelques chiffres clés sur les économies réalisées de charges pour un logement une fois que la réhabilitation est actée. Et puis, on voit le nombre de gains en tonnes de CO2 après chaque réhabilitation au niveau annuellement, c'est le chiffre annuel. On peut passer le slide suivant. Voilà. En fait, par rapport à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, on voit très bien, et on revient sur le thème de la réhabilitation, 36 000 €, c'est le coût moyen, 36 000 € coût moyen par logement
au niveau de la réhabilitation sur le département de l'Isère. Alors, je tiens à préciser que c'est un coût moyen. Ce n'est pas à chaque fois que l'on fait une réhabilitation que les bailleurs investissent 36 000 € par logement. La moyenne est à 36 000, mais l'échelle peut être beaucoup plus petite. On peut commencer à 5-6 000 € par logement et on est allé jusqu'à, on le voit dans notre observatoire, jusqu'à 55 000 € par logement. Mais bien entendu, tout ceci est fonction du bâti qui est réhabilité, de la stratégie du bailleur. Voilà. Ensuite, on voit un parc social qui consomme 30% de moins que dans le parc privé. Ça, c'est important aussi de le préciser, puisque on dit toujours que le logement social consomme beaucoup, mais non, on le voit, le parc social consomme 30% de moins que le parc privé, pour des loyers qui sont 2 fois moins élevés que dans les zones urbaines. Tout à l'heure, nous parlions de proximité, on parlait de la gestion technique, il y a la gestion sociale. La proximité, c'est quelque chose d'important pour les bailleurs sociaux. On voit aujourd'hui 1300 collaborateurs travaillent au sein des différents bailleurs de l'Isère. Donc 50%, pour information, sont en proximité, sont sur le terrain, sont à proximité des locataires. Et on peut voir là 30 CESF, conseillères en économie sociale et familiale, qui sont au quotidien à côté de nos locataires. Et j'en profite, c'est pourquoi je vais laisser la parole à Aurélie Poncé, conseillère commerciale à CDC Habitat Social, pour nous expliquer comment ça se passe, l'accompagnement de nos clients locataires. À toi, Aurélie. Bonjour à tous, je suis ravie de partager ce temps d'échange avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de la gestion sociale. Tout d'abord, en tant que bailleur social, nous proposons une gamme diversifiée de logements, en lien bien sûr avec nos divers partenaires et acteurs territoriaux. Ce sont des logements aux typologies et aux loyers adaptés pour répondre aux besoins d'un grand nombre de ménages par rapport à leur composition familiale, mais aussi à leur niveau de ressources. Nous avons en effet une logique généraliste, c'est-à-dire que nous souhaitons nous donner les moyens d'accueillir tous les publics éligibles, soit plus de 70% de la population française. Pour cela, il a fallu renforcer et développer les moyens d'action sociale en interne. Nous avons aussi à cœur d'entretenir et d'enrichir notre maillage social des territoires dans lequel nous sommes implantés. À ce titre, nous développons avec nos partenaires locaux et nos locataires des projets de cohésion et d'innovation sociale, comme par exemple la fête des voisins, les jardins partagés, ou alors des campagnes d'information et de sensibilisation sur le tri sélectif. Nous mettons en place aussi des pieds d'immeubles pour réaliser régulièrement des échanges avec nos locataires. J'aurai l'occasion de revenir à la fin de mon intervention sur 2 projets d'innovation sociale. Merci Aurélie. Tu as évoqué les moyens d'action sociale à l'interne. Y a-t-il une spécificité chez les bailleurs sociaux sur ce point? Oui, tout à fait. Donc la spécificité d'un bailleur social est d'avoir dans ses effectifs des travailleurs sociaux qui vont pouvoir accompagner les locataires dès l'entrée dans les lieux s'il y a besoin, mais surtout en lien avec nos partenaires sociaux de l'action sociale. En première ligne, souvent, le département et les CCAS. Comment peux-tu nous préciser qui sont les travailleurs sociaux chez les bailleurs sociaux et comment se définit leur rôle? Alors, les travailleurs sociaux des bailleurs sont des conseillers en économie sociale et familiale. C'est un métier qui est reconnu grâce à un diplôme d'État de niveau Bac+3. Leur rôle, c'est d'être en lien avec les locataires qui rencontrent des difficultés ou des fragilités spécifiques. Donc, ils les accompagnent vers une recherche de solutions afin de les maintenir dans leur logement ou en tout cas d'éviter une expulsion ou de leur trouver un logement adapté. Ils peuvent intervenir en cas d'impayé de loyer, mais aussi ils réalisent également un travail de médiation. Donc, peux-tu brièvement nous expliquer en quoi consiste le travail en cas d'impayé? Dès le premier mois d'impayé, nous relançons nos locataires, soit par courrier, par téléphone, ou on peut même les convoquer en agence. L'objectif est de prendre contact rapidement et en cas de difficulté repérée, on peut les orienter directement vers nos conseillères en économie sociale et familiale et pour éviter que les situations ne s'aggravent. Quand un dossier est suivi par une conseillère, elles peuvent alors réaliser un diagnostic sur les situations des ménages, mais elles peuvent aussi faire un point budgétaire. Bien souvent, elles travaillent en lien avec nos partenaires sociaux, comme les assistantes sociales du département, du CCAS, mais aussi de la CPAM, de la CAF, des caisses de retraite, etc. Malheureusement, on n'arrive pas toujours à être en lien avec nos locataires. Pour ça, on met en place aussi des visites à domicile dans un souci d'aller vers.
Là encore, nous prenons contact avec nos partenaires sociaux. Si ces visites n'ont rien donné, on peut aussi proposer de faire ces visites à domicile avec nos partenaires sociaux. Nous participons également chaque mois à la CAPEX, c'est la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Tout à l'heure, tu as parlé de médiation, donc un travail de médiation. En quoi consiste-t-il? En tant que bailleur social, nous avons à cœur de préserver la tranquillité résidentielle et le bien vivre ensemble sur nos résidences. Ainsi, en cas de trouble de voisinage, nous sommes parfois interpellés par nos locataires. Nous mettons alors tout en œuvre pour tenter d'apaiser les situations conflictuelles et de trouver une solution. Une enquête de proximité est réalisée avec nos personnels de terrain qui analysent dans un premier temps le trouble et essayent de le résoudre. Souvent, un simple rappel du règlement intérieur et des dispositions légales permet de résoudre certains troubles. Parfois, nous devons avoir recours aussi à une médiation où nous impliquons toutes les parties concernées, personnel bailleur, proximité, administratif, direction. Mais nous pouvons être aussi amenés, dans certains cas, à conduire une procédure contentieuse devant les juridictions compétentes. Nous travaillons en collaboration avec nos partenaires, huissiers, avocats, forces de l'ordre, parquets, etc. Tu as parlé de partenariat, c'est très important. On aurait ici plus d'un travail de partenariat riche. Y a-t-il d'autres problématiques pour lesquelles vous développez un travail partenarial? Oui, tout à fait. Le travail partenarial est très diversifié. Il nous arrive souvent, en plus d'un impayé ou d'un trouble de voisinage, soit détecté ou suspecté un problème de santé mentale. Et là, le travail en partenariat est primordial pour parvenir à trouver des solutions pérennes et adaptées. Un exemple de situation, une personne qui s'est retrouvée en impayé de loyer assez conséquent, une procédure contentieuse était en cours. On avait même le concours de la force publique pour réaliser une expulsion. Nous avions eu aussi des troubles de voisinage, les locataires se plaignaient beaucoup de son comportement. Grâce à un travail en interne, on a pu détecter un trouble mental et du coup, on a pu alerter nos partenaires compétents dans un souci de chercher une solution, mais surtout d'éviter l'expulsion de cette personne fragile. On a pu mettre en place un conseil local de santé mentale où étaient présents nos différents partenaires, la ville, le CCAS, les associations, une maison de retraite, le centre hospitalier Alpes-Isère. Et là, tous ensemble, on a pu trouver une solution, éviter l'expulsion, et cette personne a pu être relogée dans un logement adapté. Donc, si la présence dans nos effectifs de travailleurs sociaux en la personne des conseillers en économie sociale et familiale est primordiale, nous constatons que l'ensemble de nos personnels s'implique dans ce travail social et a à cœur la culture client. Justement, tu parles de culture client. Peux-tu nous préciser ce que tu entends par culture client? La culture client, nous avons en tant que bailleur le souci de la prise en considération de la satisfaction de nos locataires. Ainsi, nous avons divers moyens de communication pour que les locataires puissent prendre contact avec nous. On a les centres de contact clients qui assurent une réponse téléphonique et qui prend en charge toutes les réclamations, qu'elles soient administratives, sociales ou techniques. Nous avons une astreinte téléphonique et nos locataires peuvent aussi prendre contact via leur espace client Internet. Nous assurons également une proximité physique avec du personnel basé au sein de bureaux situés dans certaines de nos résidences. Et nous avons aussi un accueil physique dans nos agences. Cette présence auprès des locataires permet d'avoir des échanges directs et personnalisés, mais aussi une agilité et une réactivité sociale et technique. Cette continuité de contact permet de traiter les diverses demandes dans un délai réduit. Le lien avec nos locataires, inhérent de la culture client, fait que nous connaissons leurs besoins et qui nous permet de mettre en place des projets sociaux au sein et autour de nos résidences, notamment par le soutien et le développement des projets d'innovation sociale. Je vais vous présenter deux projets. Il y en a énormément, mais je vais seulement vous en présenter deux. Tout d'abord, il y a la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Elle a été instaurée grâce à la loi Elan. Elle est destinée aux personnes de plus de 60 ans et ça leur permet de partager leur habitation avec un jeune de moins de 30 ans. Ce projet peut se mettre en place grâce à un partenariat avec une association. Les locataires de plus de 60 ans vont pouvoir rompre leur solitude et leur isolement en créant une solidarité et des échanges intergénérationnels.
Ce type de cohabitation permet également de répondre à la demande de logement des étudiants et des jeunes de moins de 30 ans s'engageant au paiement d'une redevance minorée et en contrepartie de services rendus. Le deuxième exemple que j'ai pris, c'est ce qu'on appelle les appels bienveillants. Ils se sont mis en place lors du premier confinement. Les bailleurs sont restés en étroite collaboration avec les communes. Donc, nous avons passé des campagnes d'appels bienveillants qui ont été réalisées auprès de nos locataires fragiles, mais aussi auprès des personnes de plus de 70 ans. Nous les avons contactés, donc tout le personnel a été mis en contribution, le personnel de proximité, administratif, que ce soit des responsables d'immeubles, des CESF, des conseillers commerciaux, des agents d'accueil. Ces appels ont permis de maintenir un aller vert malgré la situation sanitaire. Ils ont permis de garder un lien avec nos locataires et nous avons constaté qu'une grande solidarité entre voisins s'était formée. Ça nous a permis aussi de détecter que des personnes étaient en difficulté. Un exemple, une personne isolée que nous avons au téléphone nous signale qu'elle ne peut plus faire ses courses. Donc là, on a pu se mettre en contact direct avec le CCAS et un portage de repas a pu se mettre en place très rapidement. Le bilan a été très satisfaisant de ces appels bienveillants et nous avons eu de très bons retours. Un locataire nous a même dit « Merci, grâce à vos appels, je me sens vivant et moins seul ». La culture client est notre partenariat avec les différentes institutions et partenaires présents sur nos territoires sont des composantes primordiales du travail social réalisé par nos équipes et des projets portés par le bailleur. Nous pouvons conclure en rappelant que chaque membre de notre personnel est rattaché au travail social et que nous pouvons le résumer avec les mots suivants: bienveillance, réactivité, relations humaines, partenariat, agilité, culture client. Je vous remercie. Merci Aurélie pour ce riche exposé sur la gestion sociale de nos résidences. On pourrait en parler encore longtemps, mais le temps passe vite. Je vais me tourner vers le modérateur pour savoir s'il y a des questions qui ont été posées tout à l'heure. Alors, on a une question, donc, je dénonce clairement. Comment sont traitées les demandes d'adaptation du logement, donc notamment pour l'idée du passage de baignoire en douche, pour le maintien à domicile des personnes âgées? Je vais laisser la parole à Aurélie, qui peut répondre à ce sujet. Alors, pour l'adaptation des demandes, pour la demande d'adaptation de nos locataires, donc nous réalisons un travail commun avec les équipes techniques et l'équipe sociale. Nous allons à domicile, nous étudions leurs demandes et quand les réalisations sont possibles, nous les effectuons. Une qualification de la demande, c'est très important pour adapter au mieux la demande. Si nous ne pouvons pas faire l'adaptation, on travaille après en interne sur un parcours résidentiel. Je vais parler pour Alpiser Habitat, je ne peux pas parler pour les autres, mais c'est vrai que les consignes qui sont données aux équipes, c'est systématiquement donner une réponse favorable et donc voir quelles sont les adaptations possibles, et ce qui nous amène à faire un peu plus de 200 adaptations par an, de façon, justement, la consigne étant de répondre oui, et de surtout ne pas mettre d'obstacles à la demande en invoquant des difficultés budgétaires ou des difficultés d'adaptation du logement, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est possible, même si ce n'est pas forcément autant que la personne voudrait, mais on arrive toujours à faire quelque chose. Et de toute façon, il faut qu'on considère que toutes ces demandes d'adaptation sont importantes et ne pas créer de barrières à la satisfaction de ces demandes. Pour compléter, je dirais que nous, de notre côté, nous sommes associés à une ergothérapeute. Justement, l'ergothérapeute est là pour nous accompagner pour adapter au mieux, adapter la demande pour qu'en fait l'adaptation soit à la personne et à sa demande. C'est vraiment important. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur le modérateur? Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc n'hésitez pas dans le chat à faire remonter vos questions, on pourra regarder. Mais néanmoins, il y a souvent des questions qui nous sont posées. Et la principale sur les réhabilitations, c'est je suis un élu, une résidence de ma commune nécessiterait une réhabilitation. Comment je peux faire? Est-ce qu'il y a des locataires qui m'interpellent, des habitants qui m'interpellent?
comment je peux gérer ça? Je vais laisser la parole à Emmanuel Bruas. Le premier conseil que je pourrais faire, c'est de prendre contact tout de suite avec le bailleur concerné, le propriétaire des logements. Avec ce bailleur, l'élu pourra, la collectivité pourra voir si effectivement la résidence est inscrite dans le cadre du PSP, le plan stratégique du patrimoine que j'évoquais tout à l'heure. Et ensuite, en fonction des besoins qui sont remontés aux communes, on peut envisager de construire un programme avec un périmètre de travaux qui soit compatible avec le PSP, ses priorités sur le long terme, mais aussi avec les contraintes financières du bailleur. Merci Emmanuel. Il n'y a pas d'autres questions. Je me dis qu'on peut peut-être prendre un petit peu de temps pour présenter d'autres projets d'innovation sociale, puisque vous voyez, a dit qu'il y en avait plusieurs, c'est vrai. Vous pourrez donner un autre exemple, on a un peu de temps, et pour laisser peut-être les questions arriver. Je vais répondre peut-être sur l'innovation sociale. C'est important d'en parler parce qu'on nous associe souvent à l'innovation technique dans nos procédés de construction, de réhabilitation. Nous pratiquons beaucoup l'innovation technique et c'est important de parler aussi de l'innovation sociale qui est l'autre volet. Et donc tout ce qui contribue à créer du lien, à faire de l'animation, à favoriser le vivre ensemble, ce sont des choses qui nous sont complètement à la fois chères et communes à l'ensemble des bailleurs sociaux. Alors, pour citer des exemples au travers, alors je vais parler d'Alpizer Habitat, l'organisme dont je suis directrice générale, mais je pense qu'il y a des tas d'autres exemples et qui pourront être cités aussi. Nous avons créé un fonds de dotation pour pouvoir créer des partenariats, et ce fonds de dotation, il nous a servi par exemple à porter un prix littéraire qui permet à des locataires d'endosser le rôle de juré d'un prix littéraire. Et c'est une opération qui a été vraiment bien vécue, surtout pendant la période de confinement. Nous organisons pour cet été des spectacles hors les murs pour favoriser là aussi l'aspect à la culture de tous. Nous avons des partenariats avec un certain nombre d'associations culturelles. Donc c'est au-delà de la mission simplement de loger, tout ce qui peut se développer autour, qui crée du lien, qui favorise l'aspect au sport, à la culture. Nous avons également participé à des bons plans pour les locataires, là aussi favoriser le pouvoir d'achat au travers des achats groupés d'énergie dans le cadre de la démarche qui a été entreprise par Laura HLM. Une assurance aussi qui a été négociée avec un assureur et qui permet à nos locataires qui le souhaitent de souscrire une assurance à un prix tout à fait modéré pour l'habitation et avoir accès surtout au réseau qui est développé par les assureurs en matière d'artisans, en matière de services. Voilà des exemples d'innovation sociale que nous avons cherché à promouvoir, mais je suis convaincu que tous mes collègues ici présents pourraient citer aussi des exemples. Il y a d'ailleurs un participant qui souligne le partenariat avec Alpizer Habitat pour des chantiers éducatifs et des jardins partagés. Voilà. C'est un exemple. Les chantiers aussi, c'est quelque chose qui n'est pas une innovation sociale, mais ce sont souvent des actions qui sont menées par les bailleurs. Je peux parler on a l'Advivo, nous sommes dans notre 20e édition des chantiers d'été. Voilà, donc commencé il y a 20 ans d'accompagner les jeunes, de donner un petit travail pour l'été dans la réflexion de parties communes. Donc là, c'était aussi des partenariats. On parlait d'un partenariat avec Aurélie. Le partenariat est très important au niveau des bailleurs sociaux. Plus de questions pour l'instant au niveau de une question qui vient de... Normation Christelle Hugonard, qui participe beaucoup à l'animation de ce webinaire. Donc, certains logements sociaux sont déclarés indécents par les services d'hygiène. L'hygiène, c'est le sentiment des locataires. Donc, c'est intéressant. Comment aider ces locataires qui se sentent désarmés peut-être face à cette situation n'ont pas bien, ils ont l'impression de ne pas être bien dans leur vie. Alors, d'un point de vue strictement technique, nous sommes régulièrement en lien avec les travailleurs sociaux des différentes collectivités, que ce soit le département, que ce soit les EPCI ou les communes, les CCAS.
En général, les demandes sont ponctuelles et spécifiques et sont traitées par les différents services en lien avec les collectivités qui ont pu recueillir ces demandes-là. Et j'aurais tendance à dire qu'elles sont traitées en général rapidement et à la hauteur des attentes des locataires. Pour compléter, je dirais qu'il peut se produire qu'un logement ne respecte pas totalement les normes de décence, mais là encore, je voulais rappeler que la définition de la décence, c'est une définition réglementaire et qu'on a parfois tendance à trouver que son logement est indécent, alors que la définition réglementaire dit d'autres choses. Après, parfois, effectivement, il peut y avoir un certain nombre de désordres techniques dans un logement. Et je crois que nous devons nous employer à les réparer chaque fois que c'est possible. Il faut simplement, effectivement, un signalement, une intervention. Parfois, effectivement, poser la question à l'habitant de la façon dont il use de son logement également, parce qu'il peut parfois y avoir, je veux dire, quand on bouche les aérations, clairement, il y a de l'humidité qui se forme. C'est souvent au niveau de l'humidité qu'on a des moisissures, qu'on a par exemple des plaintes ou des réclamations. Et donc, là aussi, un travail à faire pour détecter l'origine, voir comment on peut réparer. Mais là encore, je crois que les bailleurs sociaux sont assez largement au rendez-vous pour répondre à ces sollicitations. Une question? Très bien, merci, monsieur le modérateur. Je vais laisser la parole à Isabelle Rouet, donc directrice générale d'Alpizar Habitat, pour faire la conclusion, la synthèse de ce qui a été dit ce matin sur ce webinaire gestion technique et sociale de nos résidences. Ah, on me fait signe. Il y a une dernière question. Une dernière question. Allez, on y va. Donc, en ce qui concerne la gestion des déchets, que prévoyez-vous pour la gestion des biodéchets qui sera une obligation en 2023? L'obligation en 2023. Déjà, vous avez un peu de temps pour vous organiser en lien avec les services de gestion des déchets. Ouais. Avant les biodéchets, les déchets tout court aujourd'hui, c'est une problématique importante de gestion qui n'est pas facile. On pense souvent aux encombrants, qui est une problématique que l'on entend souvent sur la proximité. Les encombrants que l'on retrouve au pied de nos immeubles qui ne sont pas amenés en déchetterie. Et souvent, on a des retours d'élus aussi par rapport à ça, en disant « qu'est-ce que vous faites ?» Et on ramasse beaucoup d'encombrants tout au long de l'année, nos équipes de proximité. Et pour les biodéchets, ce sera un partenariat qui sera mené avec les collectivités qui ont la compétence justement de déchets pour voir comment on va les accompagner, comment on va être partenaire dans cette gestion des biodéchets. Je dirais que c'est un peu le cas. Sur l'accompagnement de la mise en place de composteurs, quand c'est possible dans les résidences, je pense que d'ailleurs vous utilisez des accompagnements. Tout à fait, il y a des composteurs collectifs. Donc c'est des innovations, à mettre en place des composteurs, c'était des innovations, et les bailleurs sociaux ont été les premiers à les mettre en place au pied des immeubles. Une question? Non, c'est bon. Donc je laisse la parole à Isabelle Rouet pour cette conclusion, cette synthèse. Bonjour, je vais intervenir à la fois comme directrice générale d'Alpizar Habitat et comme présidente de l'association des bailleurs sociaux pour remercier tous ceux qui ont participé à cette séance, qui est la dernière séance telle qu'on l'avait prévue. Donc, je crois qu'au dernier comptage, il y avait 45 connexions qui étaient enregistrées, qui étaient représentatives de tout le territoire. Donc ça, c'est précieux de savoir qu'on est en lien avec l'ensemble des acteurs au niveau du département de l'Isère dans cette configuration et beaucoup d'élus ou de représentants des collectivités. Donc, comme c'est à eux principalement que ce webinaire était destiné, j'espère qu'ils y auront trouvé leur compte. Je voulais revenir peut-être pour cette conclusion comme grand témoin à l'idée de rappeler cette particularité des bailleurs sociaux, c'est-à-dire que nous construisons, mais surtout derrière nous gérons dans la durée. Alors déjà, le fait de savoir que nous allons gérer, ça change complètement l'acte de construire, parce qu'il faut intégrer cette dimension de gestion. Et puis cette gestion elle-même, on voit bien qu'elle revêt plusieurs aspects. La gestion technique, telle qu'elle a été évoquée par Emmanuel Bruas,
la gestion sociale telle qu'elle a été évoquée par Aurélie Poncet. Et dans tout ça, l'important, c'est de se dire que il y a un travail partenarial qui est important, et ce travail partenarial, il nous met en lien énormément, évidemment, avec les habitants, avec d'autres professionnels et beaucoup avec les collectivités locales. Et nous cherchons en permanence à répondre aux besoins des collectivités territoriales, aux besoins des territoires tels qu'ils sont exprimés par les collectivités. Pour cela, nous avons développé justement l'innovation qui fait partie vraiment de nos valeurs et de notre ADN, l'innovation technique, l'innovation sociale. Nous sommes des acteurs de la transition écologique. Je crois que les chiffres sont parlants, 30% de consommation de moins que l'ensemble que le parc privé. C'est quand même des chiffres qui montrent que nous sommes à l'avant-garde et que notre gestion du patrimoine s'exerce dans le sens de la transition écologique. Et puis, ce qui veut dire que nous sommes à la fois des bâtisseurs, nous sommes des propriétaires attentifs à la sécurité, à la tranquillité, à l'amélioration de nos biens. Et puis qu'à partir de ça, c'est développer finalement la notion de service aux habitants. Et tout ce que nous avons décrit aujourd'hui au travers de la gestion, finalement, c'est du service aux habitants et aux territoires que nous cherchons à rendre. Je voulais rappeler quand même 2 chiffres clés. 1300 salariés, dont la moitié en proximité pour répondre à ce besoin de lien, à tout ce qui peut s'exprimer au niveau des territoires. Et puis, les sommes investies, 250 millions dans l'économie locale. Ça fait de nous à la fois des acteurs économiques et puis des acteurs extrêmement responsables sur notre, notamment, responsabilité sociétale, écologique, environnementale. Merci en tout cas de nous avoir suivis pendant ce webinaire, pendant ces 3 webinaires, et nous espérons avoir répondu à vos besoins au travers de ces interventions. Merci, merci Isabelle. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les 3 de vos interventions. Merci à vous de l'autre côté de la caméra devant votre écran. Je vous rappelle que vous pouvez poser, alors si des questions n'ont pas eu réponse, on y répondra, sachez-le. Ensuite, vous pouvez poser toutes vos questions sur contact@abscis.fr. Nous y répondrons aussi. Ce webinaire, comme l'a dit Isabelle, est le 3e d'une série. On verra, on va réfléchir, on va prendre le temps de savoir comment nous allons continuer à communiquer, puisqu'on le voit, il y a environ 80 participants en moyenne par webinaire. Donc, il y avait une demande des élus. Donc, nous allons réfléchir et nous reviendrons vers vous. Nous verrons le format. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à bientôt.